Le docteur Weiss est avec nous encore ce soir. Bonsoir, docteur Weiss. Bonsoir, Patrice. J'ai quelques questions pour vous. Une question assez importante dans le contexte actuel où on se prépare au déconfinement progressif. Combien de temps, selon les dernières études, dure l'immunité des gens qui ont eu la COVID-19? Alors, la réponse, on ne la sait pas. La réponse est très simple, donc on ne le sait pas, puisque à date, premièrement, on est au début de faire des tests de sérologie, donc les tests où on sait s'il y a des anticorps ou pas. Et la plupart du temps, évidemment, les gens ne se réinfectent pas. Quand on a eu des cas, entre guillemets, qui ont été rapportés comme des réinfections, c'était plus des problèmes de laboratoire. Donc, on ne sait pas actuellement. Mais habituellement, pour ce genre de virus, souvent, les gens vont avoir une immunité à long terme. Donc, si le virus ne change pas beaucoup, si le virus ne mute pas beaucoup et devient très différent de ce qu'il est actuellement, ce qui n'est habituellement pas le cas pour les coronavirus, l'immunité, habituellement, si on a une bonne immunité avec des anticorps qu'on appelle neutralisants, ça peut durer longtemps. Mais la réponse actuelle, ça c'est théorique, pour ce cas-là, on ne la connaît pas. Puis on le souhaite, évidemment, parce que si jamais l'immunité devait être beaucoup plus brève, bien, ça compliquerait pas mal les choses tant qu'il n'y a pas de vaccin, là. Tout à fait. Alors à ce moment-là, il y a comme deux scénarios. Il y a le scénario de la grippe, l'influenza, où donc là, vous vous faites vacciner, mais si vous ne faites pas vacciner, vous avez déjà fait la grippe, ben, vous êtes protégé. Mais au bout d'un certain nombre d'années, le virus qui va circuler va être tellement différent du virus que vous avez rencontré que vous redevenez susceptible. Alors si à un moment donné, on fait ça, le corona qu'on rencontrera, s'il est encore là, qui change beaucoup dans 10 ans, ben, il sera très différent. C'est pas, je vous dis, c'est pas le scénario habituel des coronavirus. Ou bien, on a au contraire des anticorps neutralisants, un peu comme la varicelle. Et là, à ce moment-là, vous avez fait la varicelle une fois dans votre vie. Et puis après ça, vous êtes protégé pendant très, très longtemps, jusqu'à ce que peut-être très vieux, vous fassiez un zona, mais ça devient une autre histoire. Bon. Alors, espérons que l'immunité va durer. Le port du masque, on y revient parce que là, ça va s'accélérer. Il y aura une distribution. En tout cas, on recommande fortement dans les transports en commun, dans une ville comme Montréal. Vous êtes totalement d'accord, vous l'avez dit à plusieurs reprises, là. Totalement d'accord depuis très longtemps qu'il faut mettre des masques universels pour tout le monde. La seule chose, encore une fois, il faut le répéter, le masque n'est pas une panacée. C'est-à-dire que le masque est une mesure qui, additionnée aux autres mesures, garde toute son efficacité. Donc, ça ne veut pas dire maintenant que j'ai un masque, que je me lave plus les mains, que je me mets proche de tout le monde, que je peux tousser dans mon masque sans faire attention, que je ne respecte plus tout ce qui a été donné comme consigne autre précédemment. Donc le masque, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1 pour que 1 plus 1 plus 1 plus 1 est égal à 10. C'est ça l'idée d'avoir un masque. Et non pas un tout seul. Ça ne remplace rien. Exactement, c'est une fausse sécurité. Il faut pas non plus dire, vous savez, c'est comme si quelqu'un dirait, moi je mets ma ceinture de sécurité, puis à partir de là, je peux aller prendre la boisson, ne pas respecter les lumières, conduire, etc. Mais j'ai ma ceinture de sécurité. Donc à ce moment-là, il va falloir que les gens aient un équilibre entre les deux. Très bien, c'est clair. Je dois aller, demande une dame qui nous a appelé au téléphone, je dois aller à l'hôpital pour des prises de sang, pour un suivi de cancer. Comment ça se passe dans les salles d'attente? Est-ce risqué? Parce que la ministre de la Santé a encore dit cette semaine, allez-y, appelez vos médecins, là. Ben oui, on veut que les gens nous appellent et les gens nous appellent. Écoutez, on est là pour s'occuper des patients, on est là pour s'occuper des gens qui sont malades. Alors n'hésitez surtout pas à appeler votre médecin. C'est important d'aller le voir même à l'hôpital si vous devez aller le voir lorsqu'il y a des conditions urgentes, lorsqu'il y a des conditions où c'est nécessaire de voir les patients. On les voit. Si vous devez aller dans les centres de prélèvement sont ouverts. Il y a des règles précises au niveau des centres de prélèvement. Mais s'il vous plaît, n'ayez pas peur d'aller à l'hôpital. C'est important d'y aller en respectant les règles. Et n'ayez pas peur d'appeler votre médecin si vous en avez besoin, parce que sinon, vous allez avoir des complications. On a vu, par exemple, des gens qui ne se présentaient plus parce qu'ils avaient des problèmes, des douleurs dans la poitrine, ils faisaient des infarctus et ils ne venaient pas assez rapidement à l'hôpital. Alors, il ne faut pas que les gens fassent ça. Il faut que les gens consultent comme ils consultaient avant. Exactement. Donc, c'est sans hésitation. Vous dites, venez. Si vous avez besoin d'y aller, allez-y. N'hésitez pas. Parce que ce qui attend, c'est souvent plus dangereux que d'attraper la COVID-19 dans ce cas-ci. Nous entendons... Tout à fait. C'est un message important.
Très bien. Nous entendons beaucoup parler de la COVID-19, mais qu'en est-il de la grippe saisonnière? Est-elle encore présente ou c'est la loi du plus fort, comme si la COVID avait tué... C'est amusant, cette question-là, comme si la COVID avait tué la grippe. Ben, écoutez, c'est une question très intéressante. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on a mis tellement d'énergie, on s'est tellement concentré à faire des tests pour le Covid qu'on a dû faire du délestage et arrêter de tester pour l'influenza, donc pour la grippe, il y a déjà quelques semaines. Donc, on ne connaît plus l'épidémiologie de l'influenza au Québec. Et en plus, avec tout le confinement, avec tout ce qu'on a mis comme mesure, probablement que ça a eu un impact extrêmement important. Ça aurait été très intéressant d'un point de vue épidémiologique d'étudier ce phénomène, mais on n'avait pas les capacités de faire à la fois la mise en place des tests pour le COVID et de continuer à tester pour l'influenza. Mais il est clair qu'on est vers la fin de la saison et qu'avec tout le confinement qu'on a fait, l'influenza ne devrait pas être très, très présent. Bon, alors je profite de votre présence en bouclant la boucle sur le masque. Bon, quel type de tissu vous pourriez recommander, demande-t-on, coton, polyester, pour se confectionner un masque à la maison? Écoutez, je ne le sais pas exactement, je n'ai pas une réponse adéquate pour ça. L'objectif, c'est d'avoir une barrière physique. Donc, tout ce qui est une barrière physique avec un tissu assez épais, où les fibres sont assez enchevêtrées, est quelque chose qui va permettre tout simplement d'arrêter le virus. Parce que n'oubliez pas, vous mettez un masque principalement pour vous, quand vous parlez, quand vous toussez, que si vous êtes porteur du virus, vous n'envoyez pas des sécrétions, des gouttelettes autour de vous pour infecter d'autres personnes. Et dans le sens contraire, il y a possiblement une protection, mais elle est mal connue. Et s'il y en a une à ce moment-là, mais c'est parce qu'il faut que le masque ait une certaine épaisseur, un certain tissu. Donc, ça n'a pas vraiment d'importance tant qu'il faut couvrir votre nez, il faut couvrir votre bouche, il faut que le masque soit assez grand pour bien couvrir du bas du menton jusqu'au haut du nez, puis qu'il soit assez épais pour qu'il ait une certaine efficacité. Maintenant, coton, polyester, je n'ai pas la réponse. Bien, c'est bien qu'on n'a pas la réponse, il faut le dire, mais on comprend très bien le principe de ce que vous avez expliqué. Comment ça va à l'hôpital, en terminant, docteur? Comment ça va dans votre hôpital? Les hôpitaux sont stables, mais ce qu'il faut faire attention, c'est qu'on a vu cette semaine des éclosions au niveau des hôpitaux. Et il faut s'assurer qu'on garde nos hôpitaux au Québec où on a réussi actuellement, je vous dirais, à contenir le virus, qu'on les garde entre guillemets propres de COVID-19. Parce que si on veut recommencer à travailler, il faut s'assurer que les hôpitaux ne deviennent pas contaminés et qu'on introduise donc le virus et que là, on va commencer à faire des chirurgies, commencer à traiter des patients en oncologie, etc. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on doit faire tout ça et il faut qu'on recommence. Donc tout ça mis ensemble, il va falloir s'assurer de garder les hôpitaux le plus propre possible. Et c'est ce qu'on s'évertue à faire actuellement. Mais il faut qu'on continue de faire des efforts dans ce sens-là. D'où le retour graduel, là, on le répète beaucoup, d'où le retour graduel. Il faut remonter de façon tranquille en termes de nos activités. Là, il faut qu'on ait un plan de redébuter des activités parce qu'on ne peut pas laisser les patients qui ont besoin de traitement sans avoir accès à l'hôpital. Il faut qu'on reprenne des cliniques externes, il faut qu'on reprenne l'oncologie, des chirurgies, etc. Docteur Weiss, merci beaucoup. Bonne fin de semaine à vous. Vous aussi également. Au revoir. Au revoir.